La lumière froide du commissariat donnait au couloir une atmosphère presque irréelle, comme si chaque mur absorbait le poids des secrets qui s'y accumulaient depuis des années. Depuis le début de la journée, Yann n'avait pratiquement pas quitté la salle d'interrogatoire où se jouait une partie cruciale de l'enquête sur la mort de Lucie Lecœur. Le dossier posé devant lui n'était plus seulement un ensemble de rapports et de procès-verbaux, il était devenu le centre d'une tension silencieuse qui pesait sur tout le commissariat. Face à lui, Gabin paraissait épuisé par les heures de garde à vue et par la pression qui accompagnait chaque question posée par les enquêteurs. Ses épaules voûtées et ses gestes hésitants traduisaient un mélange de fatigue et d'angoisse, mais aussi une confusion qui semblait sincère. Le jeune homme avait reconnu sans détour le carnet retrouvé chez lui, ce petit objet noir qui appartenait à Lucie et qui constituait désormais une pièce centrale de l'enquête. Pourtant, malgré cette reconnaissance, il continuait d'affirmer avec insistance qu'il n'avait jamais levé la main sur celle qui l'avait aidé à un moment où il se sentait déjà perdu. Au fil de l'interrogatoire, Yann avait pris soin de ne pas brusquer immédiatement son suspect. Il préférait laisser les silences s'installer, observant attentivement chaque réaction, chaque hésitation dans le regard de Gabin. Cette manière d'agir n'était pas seulement une technique d'enquête, c'était aussi une façon de sonder la vérité derrière les mots prononcés. L'expérience lui avait appris que les coupables finissaient souvent par se trahir dans ces moments où le silence devenait plus lourd que les questions. Lorsque Yann évoqua le rôle joué par Lucie dans la vie professionnelle de Gabin, l'effet fut immédiat et presque brutal. Le jeune homme découvrait à cet instant que la psychologue avait utilisé ses relations pour lui permettre d'entrer chez Elle Cosmétiques, un geste qui témoignait d'une implication bien plus forte qu'il ne l'avait imaginé. La surprise visible sur son visage ne ressemblait pas à une réaction calculée. Elle avait la spontanéité d'un choc réel, comme si cette révélation venait bouleverser l'image qu'il se faisait de la relation qu'il entretenait avec Lucie. Peu à peu, sous la pression de l'interrogatoire, Gabin tenta de reconstituer les souvenirs fragmentés qui lui revenaient par éclairs. Il évoqua la dernière fois où il s'était retrouvé dans le cabinet de Lucie, à un moment où son état mental s'était brutalement dégradé. Ce jour-là, une crise d'angoisse l'avait envahi avec une intensité telle qu'il avait eu l'impression de perdre le contrôle de lui-même. Lucie, fidèle à son rôle de psychologue, avait immédiatement compris la gravité de la situation et lui avait conseillé de se rendre aux urgences afin de recevoir une prise en charge médicale. Cependant, cette proposition avait réveillé chez Gabin une peur profonde. L'idée que des médecins puissent lire les notes contenues dans son carnet personnel lui paraissait insupportable. Ce carnet, rempli de pensées et de réflexions intimes, représentait pour lui une part fragile de son identité qu'il ne voulait pas exposer au regard d'inconnus. Dans un moment de panique mêlé d'instinct de protection, il avait profité d'un moment d'inattention de Lucie pour récupérer l'objet avant de quitter précipitamment le cabinet. Malgré ce récit, qui expliquait comment le carnet avait pu se retrouver en sa possession, Gabin continuait de nier toute implication dans la mort de la psychologue. Au contraire, ses paroles traduisaient une forme de détresse sincère lorsqu'il évoquait la place particulière que Lucie occupait dans sa vie. Selon lui, elle était la seule personne capable de comprendre les tourments qui agitaient son esprit, la seule à ne pas le juger lorsqu'il exprimait ses peurs les plus profondes. Pour Yann, cette déclaration constituait à la fois un élément troublant et une source de frustration. D'un côté, elle révélait un lien émotionnel fort entre le suspect et la victime, de l'autre, elle ne fournissait aucune preuve concrète capable de confirmer ou d'infirmer sa culpabilité. L'enquête avançait ainsi dans une zone grise où chaque indice semblait ouvrir davantage de questions qu'il n'apportait de réponses. Lorsque Yann sortit finalement de la salle d'interrogatoire, la tension accumulée pendant ces heures d'échange pesait encore sur ses épaules. Dans le couloir, Élise l'attendait déjà, consciente que la progression de l'enquête dépendait en grande partie de l'interrogatoire qui venait d'avoir lieu. Elle connaissait bien Yann et savait que derrière son calme apparent se cachait souvent une détermination qui pouvait parfois frôler l'obsession. La conversation qui suivit révéla rapidement leur divergence d'analyse. Yann restait convaincu que Gabin était impliqué dans la mort de Lucie, même si le jeune homme refusait toujours de passer aux aveux. Élise, de son côté, percevait dans l'attitude de son collègue une fixation inquiétante qui risquait de fausser leur jugement. Elle lui rappela que dans une enquête criminelle, la conviction personnelle ne devait jamais remplacer les preuves, car cette confusion pouvait conduire à des erreurs irréparables. Cette remarque provoqua chez Yann une réaction immédiate, presque instinctive. Il rejeta l'idée d'être guidé par une simple intuition, affirmant que l'ensemble des éléments recueillis pointaient vers Gabin. Pourtant, derrière cette certitude affichée, Élise devinait une tension plus profonde qui dépassait la simple logique de l'enquête. Elle avait l'impression que Yann cherchait à résoudre cette affaire avec une urgence particulière,
comme si quelque chose de personnel se jouait dans cette recherche de vérité. Pendant ce temps, loin de l'atmosphère tendue du commissariat, la ferme où vivaient Ludo et ses amis connaissait une agitation d'un tout autre genre. Flore s'apprêtait à lancer pour la première fois sa tournée de fruits et légumes dits « moches », un projet auquel elle croyait sincèrement et qui représentait pour elle une nouvelle étape dans son engagement pour une consommation plus responsable. Ludo l'encourageait avec enthousiasme, persuadé que cette initiative trouverait rapidement son public. La camionnette chargée de caisses colorées quitta la ferme avec un mélange d'optimisme et d'appréhension. Rémi avait accepté d'accompagner Flore pour cette première tournée, prêt à lui donner un coup de main en cas de difficulté. L'ambiance dans le véhicule oscillait entre excitation et nervosité, car chacun savait que le succès de cette première journée pourrait déterminer l'avenir du projet. Cependant, la réalité se révéla rapidement moins encourageante que les espoirs de départ. Alors que Flore venait à peine de commencer à vendre ses produits dans la rue, l'arrivée d'un policier transforma la situation en un problème administratif inattendu. Thierry Valois, chargé de vérifier les autorisations de stationnement, constata immédiatement que certains documents manquaient. Malgré les protestations de Flore, qui estimait que son activité ne nuisait à personne, la procédure suivit son cours avec une rigueur implacable. L'amende de 90 € qui lui fut finalement infligée transforma cette première tournée en expérience amère. Pour Flore, ce contretemps représentait non seulement une perte financière, mais aussi une remise en question du projet qu'elle avait imaginé avec tant d'enthousiasme. Ce moment de frustration marquait un contraste saisissant avec l'énergie positive qui animait la ferme quelques heures plus tôt. Pendant que ces événements se déroulaient ailleurs, le commissariat retrouvait progressivement son calme à mesure que la nuit tombait sur la ville. Yann resta tard dans son bureau, relisant encore et encore les éléments du dossier de Lucie. Chaque détail semblait s'inscrire dans une logique qui, pourtant, restait incomplète. Malgré ses efforts pour analyser la situation avec lucidité, une part de lui demeurait prisonnière d'une tension intérieure qu'il refusait d'examiner trop attentivement. Lorsqu'il rentra finalement chez lui, il découvrit Johanna plongée dans l'étude du dossier de Lucie Lecœur. La scène était presque familière pour ce couple habitué à voir le travail envahir leur vie quotidienne. Johanna, fidèle à son esprit méthodique, analysait les informations disponibles avec la rigueur d'une juriste cherchant à comprendre les zones d'ombre d'une affaire complexe. Au cours de leur échange, elle évoqua l'existence d'un amant mystérieux que Lucie avait fréquenté pendant plusieurs mois sans jamais commettre la moindre imprudence. Cette relation cachée constituait une piste intrigante qui méritait d'être explorée plus en profondeur. Yann, cependant, sembla vouloir écourter la conversation, prétextant la fatigue accumulée après une longue journée de travail. Il se dirigea vers la salle de bain dans l'espoir que l'eau chaude puisse apaiser la tension qui s'était installée dans son esprit. Pourtant, même sous la douche, ses pensées restaient prisonnières de l'enquête. L'image de Lucie, les questions sans réponse, et le visage troublé de Gabin continuaient de tourner dans son esprit avec une insistance presque oppressante. Lorsque Yann sortit enfin de la salle de bain, la maison était plongée dans un silence étrange. C'est alors qu'une vision inattendue surgit devant lui, comme si les souvenirs enfouis prenaient soudain une forme visible. Dans le couloir se tenait Lucie, immobile, son regard empreint d'une gravité qui semblait traverser la réalité elle-même. Cette apparition n'était peut-être qu'une projection de son esprit fatigué, mais les paroles qu'il crut entendre résonnèrent avec une force déstabilisante. La voix de Lucie semblait lui rappeler une vérité qu'il tentait de refouler. La justice ne pouvait pas servir à dissimuler un secret personnel. L'idée qu'un innocent puisse être condamné pour préserver une part cachée de sa vie agissait comme un reproche silencieux, capable de fissurer les certitudes auxquelles il s'accrochait. Lorsque la vision disparut aussi soudainement qu'elle était apparue, Yann resta seul dans le couloir, submergé par une sensation de vertige intérieur. L'enquête sur la mort de Lucie n'était plus seulement une affaire criminelle à résoudre. Elle devenait le miroir d'un conflit intime où la vérité risquait d'avoir des conséquences bien plus profondes que ce qu'il avait imaginé. Dans le silence de la nuit, une question continuait de résonner dans son esprit. Si Gabin était réellement innocent, jusqu'où Yann serait-il prêt à aller pour empêcher que son propre secret ne soit révélé? Au commissariat, la nuit avançait lentement, mais l'enquête sur la mort de Lucie Lecœur continuait de peser sur l'atmosphère comme une présence invisible. Dans les bureaux presque vides, seules quelques lampes restaient allumées, projetant des halos de lumière sur les piles de dossiers qui attendaient d'être examinés. Pour Yann, cependant, l'affaire n'était plus seulement une enquête parmi d'autres. Elle était devenue une tension constante qui envahissait chaque moment de sa journée, comme si chaque détail du dossier cherchait à lui rappeler quelque chose qu'il refusait encore de regarder en face. Dans la salle de garde à vue,
Gabin restait assis depuis des heures dans une posture qui trahissait autant l'épuisement que l'inquiétude. L'interrogatoire avait été suspendu pour la nuit, mais le jeune homme savait que la pression reprendrait dès le lendemain. Les questions répétées, les silences pesants, les regards scrutateurs des enquêteurs avaient déjà commencé à fissurer sa résistance. Pourtant, malgré cette fatigue mentale, une chose restait constante dans son discours, il continuait d'affirmer qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à Lucie. Pour les policiers, cette insistance ne constituait pas une preuve d'innocence, mais plutôt un élément supplémentaire du puzzle psychologique qu'ils tentaient de comprendre. Les suspects qui se sentaient acculés pouvaient parfois s'accrocher à une version de la réalité qui leur permettait de supporter la situation. Mais dans le cas de Gabin, la sincérité apparente de sa détresse introduisait une ambiguïté troublante qui compliquait l'analyse. Pendant ce temps, dans le bureau d'Élise, la réflexion sur l'enquête continuait malgré l'heure tardive. Elle relisait les rapports avec une attention méthodique, cherchant à repérer des incohérences ou des pistes qui auraient pu être négligées. L'expérience lui avait appris que les affaires les plus complexes se résolvaient souvent grâce à des détails apparemment insignifiants, des fragments d'informations que personne n'avait jugés importants au premier regard. Plus elle avançait dans cette relecture, plus une impression persistante s'imposait à elle. L'attitude de Yann face à Gabin semblait guidée par quelque chose de plus fort qu'une simple analyse professionnelle. Cette conviction ne reposait sur aucun élément précis, mais sur une accumulation de signaux subtils qui formaient peu à peu un malaise difficile à ignorer. Élise connaissait Yann depuis assez longtemps pour reconnaître les moments où son instinct prenait le dessus sur la prudence. Dans certaines affaires, cette intuition avait permis de résoudre des enquêtes complexes. Mais dans d'autres situations, elle pouvait devenir un piège, conduisant les enquêteurs à privilégier une hypothèse au détriment des autres. Au même moment, dans un autre bureau du commissariat, Henrik réfléchissait également aux éléments recueillis durant la journée. L'annonce de la garde à vue de Gabin avait suscité des réactions diverses parmi les membres de l'équipe. Certains pensaient que cette décision permettrait de débloquer l'enquête, tandis que d'autres craignaient que la pression exercée sur le jeune homme ne conduise à une impasse. Cette divergence d'opinion traduisait l'état d'incertitude dans lequel se trouvait l'enquête. Malgré les indices accumulés, aucun élément décisif ne permettait encore de reconstituer avec certitude les circonstances exactes de la mort de Lucie. Chaque piste semblait ouvrir de nouvelles interrogations, et chaque réponse apportait son lot de contradictions. Pendant que le commissariat tentait de démêler ces fils complexes, la ferme où vivaient Ludo et ses amis connaissait elle aussi une soirée agitée. Le retour de Flore après sa première tournée de vente avait transformé l'ambiance enthousiaste du matin en un mélange de frustration et d'inquiétude. La camionnette s'était arrêtée dans la cour avec un bruit sec, et Flore en était descendue visiblement agacée par les événements de la journée. L'amende infligée par Thierry Valois avait été vécue comme une injustice qui venait briser l'élan d'un projet auquel elle croyait sincèrement. Pour elle, cette initiative n'était pas seulement une activité économique, mais une manière de défendre une vision différente de l'agriculture et de la consommation. Ludo tenta d'apaiser la tension en relativisant la situation. Selon lui, les débuts difficiles faisaient partie de toute entreprise et ne devaient pas remettre en question la validité du projet. Cependant, même s'il cherchait à rester optimiste, il ne pouvait ignorer les implications pratiques de cet incident. L'absence de certaines autorisations administratives signifiait que la tournée ne pourrait pas continuer sans régulariser la situation. Rémi, qui avait assisté à toute la scène, partageait ce sentiment d'injustice. Il avait observé l'attitude de Thierry Valois avec un mélange d'incompréhension et de colère. Pour lui, l'intervention du policier semblait disproportionnée par rapport à l'activité de Flore, qui ne faisait que vendre des produits destinés à éviter le gaspillage alimentaire. Malgré ces réactions, la discussion finit par se calmer. Chacun comprenait que la colère ne changerait rien aux règles administratives auxquelles il devait se conformer. L'essentiel était désormais de trouver une solution pour permettre au projet de continuer sans nouvelles complications. Pendant que la ferme tentait de retrouver son équilibre après cette journée mouvementée, une autre conversation se déroulait dans un lieu plus intime. Élodie avait choisi ce moment pour confier à Ludo une décision qui mûrissait dans son esprit depuis plusieurs semaines. Assise sur un banc à l'écart de la maison, elle expliqua qu'elle avait postulé pour une mission de 6 mois à Rennes. Cette perspective représentait pour elle une opportunité professionnelle intéressante, mais aussi une manière de prendre du recul par rapport à sa situation personnelle. La relation qu'elle entretenait avec Pauline s'était progressivement détériorée, laissant place à une distance émotionnelle qu'elle ne parvenait plus à ignorer. En partageant cette information avec Ludo, Élodie espérait trouver un soutien ou au moins une compréhension.
Elle savait que son départ pourrait compliquer l'organisation de la ferme, où chacun jouait un rôle important dans le fonctionnement quotidien. Pourtant, elle ressentait le besoin de changer d'air, comme si ce déplacement temporaire pouvait lui permettre de clarifier ses sentiments et ses projets. Ludo accueillit cette annonce avec une réaction mesurée. Il comprenait le désir d'Élodie d'explorer de nouvelles possibilités, mais il ne pouvait s'empêcher de penser aux conséquences pratiques de son absence. La ferme avait besoin de stabilité pour continuer à fonctionner efficacement, et le départ d'un membre de l'équipe représentait toujours un défi organisationnel. Malgré ses préoccupations, il choisit de ne pas exprimer immédiatement ses inquiétudes. Il savait que les décisions personnelles nécessitaient parfois un espace de liberté, et il préférait soutenir Élodie plutôt que de la culpabiliser. Dans un autre lieu de la ville, William apprenait également la nouvelle du possible départ de sa fille. Pour lui, cette annonce déclencha une réaction émotionnelle plus intense qu'il ne l'aurait souhaité. Bien qu'il tente de cacher sa tristesse derrière une attitude compréhensive, l'idée de voir Élodie partir pour plusieurs mois ravivait un sentiment de solitude qu'il avait déjà connu par le passé. La relation entre père et fille avait traversé de nombreuses épreuves, et chaque nouvelle séparation réveillait des souvenirs difficiles. Pourtant, William savait qu'il ne pouvait pas empêcher Élodie de suivre son propre chemin. Accepter cette réalité constituait une preuve d'amour plus grande que n'importe quelle tentative de la retenir. Pendant que ses histoires personnelles évoluaient dans différents coins de Montpellier, Yann se retrouvait une fois de plus seul face à ses pensées. La vision de Lucie qu'il avait cru apercevoir chez lui continuait de le troubler. Même s'il savait rationnellement qu'il s'agissait probablement d'une projection de son esprit fatigué, l'intensité de cette expérience l'empêchait de l'ignorer complètement. Le souvenir des paroles qu'il avait imaginées résonnait encore dans sa tête. L'idée de condamner un innocent pour protéger un secret personnel représentait un conflit moral qu'il ne pouvait plus éviter. Pourtant, reconnaître cette possibilité signifiait aussi admettre l'existence d'une vérité qu'il avait soigneusement enfouie. Assis dans l'obscurité de son salon, Yann tenta de reprendre le contrôle de ses pensées. Il se rappela les principes qui guidaient son travail depuis le début de sa carrière: rechercher la vérité, protéger les victimes, et s'assurer que la justice soit rendue de manière équitable. Mais cette fois, la frontière entre ses principes et ses propres émotions semblait dangereusement floue. L'affaire Lucie Lecoeur ne se résumait plus à un dossier parmi d'autres. Elle devenait un miroir dans lequel Yann voyait apparaître des parts de lui-même qu'il avait longtemps refusé de reconnaître. Au fil de la nuit, une certitude commença à se former dans son esprit, même s'il n'était pas encore prêt à la formuler clairement. Si l'enquête continuait dans cette direction, il devrait bientôt faire face à une décision qui pourrait bouleverser non seulement sa carrière, mais aussi sa vie personnelle. Et dans cette perspective, la question qui le hantait depuis plusieurs heures revenait avec une insistance presque insupportable. Si Gabin disait la vérité, jusqu'où serait-il prêt à aller pour empêcher que son propre secret ne soit dévoilé ? Le lendemain matin, le commissariat reprit son activité avec cette agitation particulière qui accompagne toujours les affaires sensibles. Les couloirs se remplirent progressivement du bruit des pas pressés, des conversations entre collègues et du cliquetis des claviers d'ordinateur. Pourtant, derrière cette apparente routine, chacun savait que l'enquête sur la mort de Lucie Lecoeur continuait d'occuper une place centrale dans les préoccupations du service. Yann arriva plus tôt que d'habitude, comme si le sommeil de la nuit n'avait pas réussi à apaiser l'agitation intérieure qu'il habitait depuis la veille. Les dossiers de l'affaire l'attendaient déjà sur son bureau, ouverts sur les mêmes pages qu'il avait relues plusieurs fois dans la nuit. En les parcourant de nouveau, il espérait trouver un détail négligé, une contradiction capable de faire basculer l'enquête dans une direction plus claire. Cependant, malgré cette concentration, une pensée persistante continuait de s'imposer à lui. Les mots qu'il croyait avoir entendus la veille, prononcés par cette apparition troublante de Lucie, revenaient avec une régularité presque obsédante. Cette impression d'être jugé par un souvenir ou par sa propre conscience perturbait son raisonnement, comme si l'affaire lui échappait progressivement pour devenir un conflit intime. Dans une salle voisine, Gabin avait passé la nuit dans la cellule de garde à vue. Les heures s'étaient écoulées dans une lenteur presque insupportable, rythmée seulement par les bruits lointains du commissariat et par les pensées qui tournaient en boucle dans son esprit. Il se souvenait par fragments des événements récents, mais ces souvenirs semblaient entourés d'un brouillard qui rendait impossible toute reconstitution précise. Lorsque les policiers vinrent le chercher pour reprendre l'interrogatoire, le jeune homme se leva avec une fatigue visible. Son visage portait les marques d'une nuit agitée, mais son regard restait déterminé, comme s'il s'accrochait à la conviction qu'il finirait par être entendu. Dans la salle d'interrogatoire, l'atmosphère était différente de celle de la veille.
Yann s'installa face à lui avec une attitude plus calme, presque réfléchie. Cette retenue contrastait avec la tension perceptible de la veille, mais elle n'en rendait pas l'échange moins intense. Au lieu d'attaquer immédiatement le suspect avec de nouvelles accusations, Yann choisit de revenir sur les derniers moments connus de Lucie. Il invita Gabin à raconter une nouvelle fois ce qu'il se souvenait de leur dernière rencontre, en prenant le temps de décrire les lieux, les gestes, les émotions qui avaient accompagné cette conversation. Cette méthode avait pour objectif de provoquer un retour progressif de la mémoire. Parfois, les souvenirs refaisaient surface lorsque l'esprit se replongeait dans les détails d'une situation passée. Yann observait attentivement les réactions de Gabin, espérant percevoir le moment où une vérité cachée pourrait apparaître. Pendant ce temps, dans les bureaux du commissariat, Élise continuait de suivre l'évolution de l'interrogatoire à distance. Elle discutait avec Henrik des éléments qui avaient émergé la veille, tentant d'évaluer les différentes hypothèses possibles. Leur conversation ne se limitait pas à l'analyse des faits, elle portait aussi sur la manière dont l'enquête était menée. Élise ne pouvait s'empêcher de revenir sur son impression persistante concernant Yann. Elle avait le sentiment que quelque chose dans son comportement échappait à la logique habituelle d'un enquêteur expérimenté. Cette sensation restait difficile à expliquer, mais elle l'incitait à rester particulièrement attentive aux décisions prises dans les prochaines heures. Henrik, de son côté, adoptait une position plus prudente. Il reconnaissait que l'enquête présentait de nombreuses zones d'ombre, mais il refusait de tirer des conclusions hâtives sur les motivations de ses collègues. Pour lui, la priorité restait de comprendre ce qui était réellement arrivé à Lucie. Pendant que les policiers tentaient de démêler ces questions, la ferme connaissait une matinée plus calme après l'agitation de la veille. Flore s'était levée tôt pour examiner les documents nécessaires à la régularisation de sa tournée de vente. L'amende infligée par Thierry Valois avait laissé un goût amer, mais elle refusait de laisser cet incident mettre fin à son projet. Assise à la table de la cuisine, entourée de papiers administratifs et de formulaires, elle essayait de comprendre les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation de stationnement manquante. Cette tâche, bien plus fastidieuse que la préparation des caisses de fruits et légumes, lui rappelait que même les initiatives les plus simples pouvaient se heurter à la complexité des règles administratives. Ludo observait la scène avec une certaine admiration mêlée d'inquiétude. Il connaissait la détermination de Flore et savait qu'elle ne renoncerait pas facilement à ce projet. Pourtant, il comprenait aussi que la réussite de cette initiative dépendrait de nombreux facteurs extérieurs, parfois difficiles à maîtriser. Rémi, qui passait par la cuisine pour prendre un café, tenta de détendre l'atmosphère en plaisantant sur la rigidité des contrôles administratifs. Sa remarque provoqua un sourire chez Flore, mais elle ne suffisait pas à effacer complètement la frustration ressentie la veille. Dans un autre coin de la ferme, Élodie réfléchissait aux conséquences de la décision qu'elle avait annoncée à Ludo. L'idée de partir pour Rennes continuait de l'attirer, mais elle prenait également conscience de l'impact que ce départ pourrait avoir sur les personnes qui comptaient sur elle. La discussion de la veille avait été sincère, mais elle n'avait pas dissipé toutes les incertitudes qui accompagnaient ce choix. Pour clarifier ses pensées, elle décida de parler ouvertement de la situation avec Pauline. Leur relation avait évolué de manière imprévisible au cours des derniers mois, passant d'une proximité passionnée à une distance émotionnelle difficile à ignorer. Reconnaître cette transformation représentait une étape nécessaire, même si elle risquait de provoquer une confrontation douloureuse. Pendant ce temps, William poursuivait sa journée avec une attention particulière aux messages reçus sur son téléphone. Depuis qu'Élodie lui avait annoncé la possibilité de partir pour Rennes, il ressentait un mélange de fierté et de tristesse difficile à exprimer. Voir sa fille saisir une opportunité professionnelle était une source de satisfaction, mais l'idée de son absence réveillait un sentiment de vide qu'il redoutait. Ses pensées l'accompagnaient tandis qu'il tentait de se concentrer sur ses activités quotidiennes. Il savait qu'il devait accepter la décision d'Élodie, même si cela signifiait affronter une nouvelle période d'éloignement. Au commissariat, l'interrogatoire de Gabin se poursuivait dans une atmosphère tendue mais contrôlée. Peu à peu, le récit du jeune homme prenait une forme plus précise, même si certaines zones restaient floues. Il répétait qu'il n'avait aucun souvenir d'un moment où il aurait pu blesser Lucie, et cette absence de mémoire constituait à la fois sa défense et sa plus grande faiblesse. Yann, de son côté, tentait de concilier les contradictions apparentes de ce témoignage. Chaque détail évoqué par Gabin était comparé aux éléments déjà présents dans le dossier, dans l'espoir de repérer une incohérence ou une confirmation. Cette démarche méthodique demandait une concentration intense, mais elle restait perturbée par les interrogations personnelles qui continuaient de hanter l'esprit du policier. À mesure que la matinée avançait, l'enquête semblait se diriger vers une phase décisive.
Les prochaines décisions prises par les enquêteurs pourraient déterminer si Gabin resterait le principal suspect ou si l'affaire s'ouvrirait vers de nouvelles pistes. Dans ce contexte incertain, chacun ressentait la pression croissante qui accompagnait les affaires où la vérité restait encore dissimulée derrière des fragments d'informations. Pour Yann, cette pression était doublée d'un conflit intérieur qui risquait de transformer l'enquête en épreuve personnelle. Et tandis que les heures passaient, une question continuait de s'imposer dans son esprit avec une insistance presque douloureuse. Si la vérité révélait que Gabin n'était pas le coupable, comment pourrait-il affronter les conséquences de ce qu'il avait lui-même caché ? La matinée avançait lentement au commissariat, mais l'atmosphère ne cessait de se charger d'une tension presque palpable. L'affaire Lucie Lecœur avait pris une place centrale dans les conversations des enquêteurs, non seulement parce qu'il s'agissait d'un meurtre difficile à élucider, mais aussi parce que chaque nouvel élément semblait ouvrir un champ d'hypothèses plus vaste que le précédent. Au fil des heures, les policiers avaient l'impression d'avancer dans un labyrinthe où chaque couloir menait à de nouvelles questions plutôt qu'à des réponses définitives. Dans la salle d'interrogatoire, Gabin paraissait de plus en plus fragile face à la pression de la situation. Le manque de sommeil et l'angoisse liée à la garde à vue avaient commencé à altérer sa capacité à garder un discours cohérent. Pourtant, malgré cet état de fatigue visible, il persistait à répéter qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à Lucie. Ces mots n'étaient pas ceux d'un homme cherchant à manipuler les enquêteurs, mais plutôt ceux d'un individu perdu dans une situation qu'il ne comprenait plus lui-même. Yann observait cette évolution avec une attention particulière. Il connaissait les mécanismes psychologiques qui pouvaient se déclencher dans un contexte d'interrogatoire prolongé, et il savait que la frontière entre la sincérité et la confusion pouvait parfois devenir difficile à distinguer. Pour lui, chaque réaction de Gabin constituait un indice potentiel, même si cet indice ne menait pas immédiatement à une conclusion claire. La stratégie adoptée par Yann consistait désormais à confronter le jeune homme à certains éléments du dossier de manière progressive. Il évoquait des détails précis, revenait sur les déclarations précédentes, tentait de faire apparaître d'éventuelles contradictions. Ce travail patient nécessitait une concentration totale, car la moindre erreur d'interprétation pouvait conduire l'enquête dans une direction trompeuse. Dans les bureaux voisins, Élise suivait attentivement l'évolution de l'interrogatoire grâce aux informations que lui transmettaient ses collègues. Elle avait choisi de ne pas intervenir directement dans la conversation entre Yann et Gabin, préférant analyser la situation avec un regard extérieur. Cette distance lui permettait de conserver une certaine objectivité, indispensable dans une affaire où les émotions commençaient à influencer les décisions. Plus elle observait la dynamique de l'enquête, plus elle ressentait un malaise difficile à ignorer. L'insistance de Yann à vouloir relier Gabin au meurtre de Lucie lui semblait parfois disproportionnée par rapport aux éléments disponibles. Cette impression ne signifiait pas nécessairement que Gabin était innocent, mais elle révélait une tension dans la manière dont l'enquête était conduite. Élise savait que dans certaines affaires, les enquêteurs pouvaient développer une forme de fixation sur un suspect particulier. Ce phénomène, bien connu dans le milieu policier, pouvait conduire à interpréter chaque indice dans le sens d'une culpabilité déjà présumée. Consciente de ce risque, elle décida de rester particulièrement vigilante afin d'éviter que l'enquête ne s'enferme dans une logique trop étroite. Pendant ce temps, à la ferme, la vie quotidienne reprenait son rythme habituel malgré les événements de la veille. Flore avait passé une grande partie de la matinée à contacter différentes administrations pour comprendre les démarches nécessaires à la régularisation de sa tournée. Cette activité, bien éloignée de l'image simple et conviviale qu'elle se faisait de son projet, lui rappelait que toute initiative impliquait également une dimension administrative souvent sous-estimée. Ludo tentait de l'aider en recherchant certaines informations en ligne, tandis que Rémi s'occupait de trier les caisses de légumes restées dans la camionnette. Malgré la frustration ressentie la veille, chacun essayait de maintenir une atmosphère constructive afin de ne pas laisser cet incident décourager l'ensemble de l'équipe. Flore, de son côté, oscillait entre détermination et doute. Elle savait que l'idée des fruits et légumes, moches, répondait à une vraie problématique de gaspillage alimentaire, mais elle prenait conscience que la réussite de ce projet dépendrait également de nombreux obstacles pratiques. L'amende infligée par Thierry Valois avait été un rappel brutal de cette réalité. Cependant, au lieu de renoncer, elle décida de transformer cette difficulté en motivation supplémentaire. Pour elle, chaque obstacle constituait désormais une raison de prouver que ce projet méritait d'exister. À quelques kilomètres de là, Élodie poursuivait sa réflexion sur la mission qu'elle avait sollicitée à Rennes. L'idée de partir pendant 6 mois continuait de susciter chez elle un mélange d'excitation et d'appréhension. Ce déplacement représentait à la fois une opportunité professionnelle et une manière de s'éloigner d'une situation sentimentale devenue trop compliquée.
La conversation qu'elle avait prévue avec Pauline occupait désormais une place centrale dans ses pensées. Elle savait que ce moment serait difficile, car reconnaître que leurs sentiments avaient changé signifiait également accepter la fin d'une relation qui avait longtemps compté pour elle. Pourtant, elle ressentait la nécessité de clarifier cette situation afin d'éviter de prolonger une illusion. Dans le même temps, William tentait de s'habituer à l'idée du départ possible de sa fille. Chaque fois qu'il repensait à cette perspective, un sentiment contradictoire l'envahissait. D'un côté, il était fier de voir Élodie poursuivre ses ambitions. De l'autre, il redoutait la solitude qui accompagnerait son absence. Ses pensées l'accompagnaient tandis qu'il poursuivait ses activités quotidiennes, essayant de ne pas laisser son inquiétude transparaître. Il savait que montrer son inquiétude risquerait de peser sur la décision d'Élodie, et il ne voulait pas que sa fille renonce à une opportunité par simple souci de le ménager. Pendant que ses histoires personnelles évoluaient dans différents lieux de la ville, le commissariat continuait de fonctionner comme un centre nerveux où toutes les informations de l'enquête convergeaient. Les enquêteurs analysaient les témoignages, comparaient les rapports, et tentaient de reconstruire les dernières heures de Lucie avec la plus grande précision possible. Yann, quant à lui, ressentait de plus en plus fortement le poids des contradictions qui entouraient cette affaire. Chaque nouvel élément semblait confirmer son intuition initiale, mais une part de lui commençait à percevoir les limites de cette conviction. Les paroles qu'il croyait avoir entendues la veille, dans cette étrange vision de Lucie, revenaient régulièrement troubler sa concentration. Cette impression d'être confronté à sa propre conscience rendait la situation particulièrement difficile. En tant que policier, Yann avait toujours considéré la vérité comme une valeur absolue. Pourtant, dans cette affaire, la recherche de cette vérité risquait d'exposer un secret qu'il aurait préféré garder enfoui. Alors que la journée avançait vers l'après-midi, l'enquête se trouvait à un moment charnière. Les décisions prises dans les prochaines heures pourraient déterminer l'orientation future du dossier. Pour certains enquêteurs, Gabin restait le suspect le plus probable. Pour d'autres, l'absence de preuves directes imposait de continuer à explorer d'autres pistes. Dans ce contexte d'incertitude, Yann comprenait qu'il ne pourrait pas éviter indéfiniment la confrontation avec ses propres doutes. L'affaire Lucie Lecoeur n'était plus seulement une question de justice criminelle. Elle devenait un test moral capable de remettre en question les fondements même de sa vie personnelle et professionnelle. Et tandis que les discussions continuaient au commissariat et que les habitants de Montpellier poursuivaient leurs activités quotidiennes, une réalité s'imposait peu à peu. La vérité sur la mort de Lucie ne tarderait plus à émerger, et lorsqu'elle apparaîtrait enfin, elle risquerait de bouleverser bien plus de vies que celles directement impliquées dans l'enquête. L'après-midi avançait et, au commissariat, la tension ne cessait de croître autour de l'affaire Lucie Lecoeur. L'enquête avait atteint un point délicat où chaque décision pouvait influencer le cours des événements. Les policiers continuaient de travailler méthodiquement, mais la fatigue accumulée au fil des jours se faisait sentir dans les gestes et les regards. Pourtant, malgré cette lassitude, personne ne voulait relâcher son attention, car chacun avait conscience que les éléments décisifs pouvaient apparaître à tout moment. Dans la salle d'interrogatoire, Gabin semblait de plus en plus éprouvé par la situation. Les heures passées en garde à vue avaient entamé sa résistance, et le jeune homme donnait parfois l'impression de lutter contre lui-même pour maintenir un discours cohérent. Malgré cet état de fragilité, il continuait de répéter la même chose avec une obstination presque désespérée. Il n'avait jamais voulu faire de mal à Lucie. Pour Yann, cette répétition constante constituait à la fois une source de frustration et un sujet d'analyse. L'expérience lui avait appris que les suspects pouvaient s'accrocher à une version des faits même lorsque celle-ci était fragile, mais il savait aussi que certaines personnes innocentes adoptaient le même comportement lorsqu'elles se sentaient injustement accusées. La difficulté consistait précisément à distinguer ces deux situations. Au lieu d'augmenter la pression, Yann décida de modifier son approche. Il ralentit le rythme des questions et demanda à Gabin de revenir une nouvelle fois sur les souvenirs qui lui restaient de Lucie. Cette méthode visait à explorer la relation entre le suspect et la victime sous un angle plus personnel. Parfois, les émotions associées à une relation pouvaient révéler des éléments que les faits bruts ne permettaient pas de comprendre. Gabin parla alors de la manière dont Lucie avait su l'écouter lorsqu'il traversait une période particulièrement difficile. Il évoqua la patience avec laquelle elle analysait ses crises d'angoisse et la façon dont elle cherchait à l'aider à comprendre ce qui se passait dans son esprit. Pour lui, cette relation dépassait le cadre d'un simple suivi thérapeutique. Lucie représentait une forme de stabilité dans un moment où tout semblait lui échapper. Ses confidences ne constituaient pas des preuves, mais elles donnaient une dimension humaine à l'affaire. Pour les enquêteurs présents, elles rappelaient que derrière le dossier judiciaire se trouvaient des relations complexes,
des émotions et des histoires personnelles souvent invisibles dans les rapports officiels. Pendant ce temps, dans un bureau voisin, Élise poursuivait son travail d'analyse. Elle examinait attentivement les éléments du dossier afin de déterminer si certains détails avaient été négligés. Cette démarche patiente faisait partie des habitudes qu'elle avait développées au fil des années. Dans les enquêtes difficiles, elle préférait souvent revenir aux informations de base plutôt que de se précipiter vers des conclusions incertaines. En relisant les documents, Élise remarqua plusieurs points qui méritaient d'être approfondis. Les dernières communications de Lucie, les témoignages de certaines personnes de son entourage, et surtout l'existence de cet amant mystérieux évoqué par Johanna formaient un ensemble d'indices qui restaient encore insuffisamment explorés. Cette piste lui semblait particulièrement importante, car elle pouvait révéler une dimension de la vie de Lucie qui échappait encore aux enquêteurs. Au même moment, Johanna poursuivait elle aussi ses recherches sur le dossier de la psychologue. Dans son bureau, entourée de documents et de notes, elle tentait de reconstituer le contexte dans lequel Lucie avait vécu ces derniers mois. Sa formation juridique l'incitait à examiner chaque détail avec rigueur, cherchant à comprendre quelles relations ou quels événements auraient pu conduire à une situation aussi dramatique. Plus elle avançait dans cette analyse, plus elle prenait conscience du mystère entourant l'identité de cet amant. Une relation de 10 mois sans la moindre indiscrétion représentait une anomalie difficile à expliquer. Une telle discrétion supposait soit une organisation particulièrement prudente, soit la participation d'une personne habituée à dissimuler ses activités. Pendant que ces investigations progressaient, la ferme retrouvait progressivement son rythme habituel. Après la frustration de la veille, Flore avait choisi de transformer son énergie en détermination. Elle continuait de s'occuper des démarches administratives nécessaires pour obtenir l'autorisation de stationnement manquante, refusant de laisser cet incident mettre un terme à son projet. Ludo et Rémi lui apportaient leur soutien en participant aux différentes tâches de la ferme. Leur présence contribuait à maintenir une atmosphère de solidarité qui aidait chacun à relativiser les difficultés rencontrées. Pour eux, l'initiative de Flore restait une idée importante qui méritait d'être poursuivie malgré les obstacles. Dans un moment de calme, Ludo évoqua avec Flore les possibilités d'améliorer l'organisation de la tournée. Ils discutèrent des emplacements potentiels, des démarches à effectuer auprès de la mairie, et des solutions pour éviter de nouvelles complications avec les autorités. Cette conversation, bien que technique, redonna à Flore un sentiment de contrôle sur la situation. Pendant ce temps, Élodie se préparait à la discussion qu'elle avait prévue avec Pauline. Elle savait que cette conversation représenterait un moment décisif pour leur relation. Depuis plusieurs semaines, elle ressentait un éloignement émotionnel qu'elle ne parvenait plus à ignorer. Partir à Rennes constituait peut-être une opportunité professionnelle, mais c'était aussi une manière d'affronter cette réalité. Lorsque Pauline arriva, l'atmosphère entre elles était empreinte d'une certaine retenue. Les deux femmes comprenaient que la conversation qui allait suivre ne serait pas simple. Élodie expliqua calmement les raisons qui l'avaient poussée à envisager cette mission de 6 mois, insistant sur le besoin qu'elle ressentait de prendre du recul. Cette discussion ne provoqua pas immédiatement de conflit ouvert, mais elle révéla une distance qui existait déjà entre elles. Pauline écouta avec attention, consciente que la décision d'Élodie reflétait un questionnement plus profond sur leur relation. Même si aucune conclusion définitive ne fut tirée à cet instant, chacune comprit que l'équilibre qui les avait unis jusque-là était en train de changer. Pendant ce temps, au commissariat, l'interrogatoire de Gabin arrivait à une phase où les enquêteurs devaient décider de la suite de la procédure. Les informations recueillies au cours des dernières heures restaient insuffisantes pour établir avec certitude sa culpabilité, mais elles ne permettaient pas non plus d'écarter totalement sa responsabilité. Yann ressentait le poids de cette décision plus intensément que ses collègues. Chaque option comportait des conséquences importantes. Prolonger la pression sur Gabin risquait de conduire à une impasse si le jeune homme disait réellement la vérité. Mais relâcher cette pression pourrait également permettre aux véritables coupables de disparaître dans l'ombre. Cette incertitude alimentait les conflits intérieurs qui agitaient Yann depuis le début de l'enquête. Les images de Lucie et les souvenirs associés à leur relation continuaient d'apparaître dans son esprit avec une intensité troublante. Même lorsqu'il tentait de se concentrer sur les aspects techniques de l'enquête, ses pensées revenaient comme un rappel constant du secret qu'il portait. Au fil de l'après-midi, une évidence commençait à se dessiner. La résolution de cette affaire ne dépendrait pas uniquement des preuves matérielles. Elle impliquerait également des révélations personnelles capables de bouleverser l'équilibre fragile qui existait entre les différents protagonistes. Et tandis que le soleil déclinait lentement sur la ville de Montpellier, chacun poursuivait ses activités avec la sensation diffuse qu'un moment décisif approchait.
L'affaire Lucie Lecoeur avançait vers une vérité qui, lorsqu'elle apparaîtrait enfin, risquerait de changer profondément la vie de ceux qui se trouvaient au cœur de cette histoire. La fin de l'après-midi enveloppait Montpellier d'une lumière plus douce, mais au commissariat, l'atmosphère restait lourde et concentrée. L'enquête sur la mort de Lucie Lecoeur semblait progresser à petits pas, comme si chaque nouvelle information devait être examinée avec une prudence extrême avant de pouvoir être intégrée dans le tableau général. Les policiers savaient que ce type d'affaire pouvait basculer à tout moment, et cette incertitude les obligeait à maintenir une vigilance constante. Dans la salle de garde à vue, Gabin paraissait désormais vidé par les heures d'interrogatoire et d'attente. Les policiers avaient décidé de suspendre temporairement les questions afin de lui laisser un moment de repos, mais cette pause n'apportait pas réellement de soulagement. Le jeune homme restait assis sur le banc de la cellule, les yeux perdus dans le vide, comme s'il tentait de rassembler les fragments de mémoire qui lui échappaient encore. Les souvenirs liés à Lucie revenaient par intermittence dans son esprit, mais il semblait toujours s'arrêter avant les moments les plus importants. Cette sensation d'incomplétude alimentait son angoisse. Il avait l'impression de connaître une partie de la vérité sans pouvoir accéder à l'ensemble de l'histoire, et cette frustration le rendait encore plus vulnérable face aux soupçons qui pesaient sur lui. Au même moment, dans le bureau principal du commissariat, Yann et Élise discutaient de l'évolution de l'enquête. La conversation se déroulait dans un climat de tension contenue, car chacun percevait les divergences d'interprétation qui s'étaient progressivement installées entre eux. Élise insistait sur la nécessité de continuer à explorer d'autres pistes, notamment celles liées à la vie personnelle de Lucie et à l'identité de l'homme avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour elle, cette piste restait trop importante pour être reléguée au second plan. Une relation de plusieurs mois dissimulée avec autant de précautions ne pouvait pas être considérée comme un simple détail. Elle représentait peut-être la clé permettant de comprendre les circonstances qui avaient conduit à la mort de la psychologue. Yann écoutait ses arguments avec une attention apparente, mais ses pensées semblaient parfois ailleurs. L'évocation de cet amant mystérieux réveillait en lui un malaise difficile à dissimuler. Chaque fois que ce sujet apparaissait dans la conversation, il ressentait une tension intérieure qui menaçait de briser l'équilibre fragile qu'il s'efforçait de maintenir. Cette situation créait un contraste frappant entre l'image du policier déterminé qu'il continuait de montrer à ses collègues et les conflits qui agitaient son esprit. Pour la première fois depuis le début de sa carrière, l'enquête qu'il dirigeait risquait de révéler une part de sa vie qu'il avait soigneusement gardée dans l'ombre. Pendant ce temps, Johanna poursuivait ses recherches avec la patience méthodique qui caractérisait son travail. Les documents qu'elle avait rassemblés formaient peu à peu un portrait plus précis de la vie professionnelle et personnelle de Lucie. Chaque élément ajouté à cette analyse contribuait à dessiner un contexte plus complexe que ce que l'on avait imaginé au départ. Elle examinait notamment les contacts téléphoniques de la psychologue et les rendez-vous inscrits dans son agenda. Même si ces informations ne révélaient pas directement l'identité de l'amant mystérieux, elles permettaient d'identifier certains moments où Lucie semblait avoir organisé des rencontres en dehors de son cadre habituel. Ces indices restaient fragmentaires, mais ils confirmaient l'existence d'une relation importante qui échappait encore aux enquêteurs. À la ferme, la soirée s'installait dans une atmosphère plus apaisée que celle de la veille. Après les discussions et les démarches administratives de la journée, chacun avait repris ses activités quotidiennes avec un sentiment de stabilité retrouvé. Flore continuait de réfléchir aux moyens de relancer sa tournée dans de meilleures conditions, tandis que Ludo et Rémi s'occupaient des tâches nécessaires au fonctionnement de la ferme. Malgré les difficultés rencontrées, l'idée de la vente de fruits et légumes « moches » restait au centre de leur projet. Pour eux, ce concept représentait une manière concrète de lutter contre le gaspillage alimentaire tout en créant un lien direct avec les consommateurs. Cette conviction commune contribuait à maintenir leur motivation malgré les obstacles administratifs. Dans un moment de calme, Flore évoqua la conversation qu'elle avait eue avec Élise au sujet de l'amende infligée par Thierry Valois. Elle décrivit avec précision l'attitude du policier et les circonstances du contrôle, espérant obtenir un avis extérieur sur la situation. Élise, attentive à ce récit, prit note du nom de Thierry et des détails mentionnés par Flore. Même si cette information semblait éloignée de l'enquête principale, elle préférait conserver toutes les données susceptibles de s'avérer utiles. Pendant ce temps, Élodie poursuivait sa réflexion sur la mission qu'elle avait sollicitée à Rennes. La discussion avec Pauline avait confirmé ce qu'elle pressentait déjà, leur relation se trouvait à un moment charnière. Même si aucune rupture officielle n'avait été prononcée, la distance émotionnelle entre elles semblait désormais difficile à ignorer. Cette prise de conscience renforçait l'idée qu'un départ temporaire pourrait lui permettre de clarifier ses sentiments. Cependant,
elle restait consciente que ce choix aurait également des conséquences sur les personnes qui comptaient sur elle à la ferme. Cette dualité entre désir d'évolution personnelle et attachement à son environnement actuel alimentait ses hésitations. Pendant que ces histoires se développaient dans différents lieux de la ville, la nuit commençait à tomber sur Montpellier. Les lumières du commissariat s'allumaient progressivement, signalant que l'activité ne s'arrêterait pas avec la fin officielle de la journée. Pour les enquêteurs impliqués dans l'affaire Lucie Lecœur, le travail devait continuer jusqu'à ce que la vérité émerge. Yann resta encore longtemps dans son bureau après le départ de plusieurs collègues. Devant lui, les dossiers formaient une mosaïque d'informations qui semblaient à la fois proches et insaisissables. Chaque détail étudié révélait la complexité de la situation et la fragilité des certitudes auxquelles il s'était accroché jusque-là. Plus le temps passait, plus il ressentait le poids du secret qu'il portait. L'idée que l'enquête puisse révéler sa relation avec Lucie devenait une menace de plus en plus concrète. Cette perspective transformait chaque étape de l'investigation en un dilemme personnel. Dans le silence du bureau, une pensée revenait sans cesse, la vérité ne pouvait pas rester cachée indéfiniment. Tôt ou tard, les éléments accumulés par les enquêteurs finiraient par converger vers une conclusion. Et lorsque ce moment arriverait, il devrait affronter les conséquences de ce qu'il avait tenté de dissimuler. Ainsi, alors que la nuit enveloppait la ville et que les différents protagonistes poursuivaient leurs réflexions dans leurs propres univers, l'affaire Lucie Lecœur approchait lentement d'un point de rupture. Les secrets qui entouraient sa mort ne pouvaient plus rester enfouis très longtemps, et la révélation de la vérité risquait de provoquer un choc bien plus profond que ce que chacun imaginait encore. La nuit avait désormais recouvert Montpellier d'un voile calme, mais derrière cette tranquillité apparente, plusieurs destins continuaient de se débattre dans des questionnements qui ne trouvaient pas encore de réponse. Au commissariat, l'enquête sur la mort de Lucie Lecœur approchait d'un moment décisif, même si personne ne pouvait encore dire avec certitude quelle direction elle allait prendre. Dans son bureau, Yann restait assis face aux dossiers éparpillés sur la table. Depuis plusieurs heures, il relisait les mêmes pages, examinait les mêmes photos, et tentait de reconstituer les dernières heures de Lucie avec une précision presque obsessionnelle. Pourtant, malgré cet effort constant, une part de lui savait que la vérité ne se trouvait peut-être pas dans ces documents. Elle se trouvait ailleurs, dans un espace plus intime qu'aucun rapport officiel ne pouvait retranscrire. Le souvenir de Lucie revenait sans cesse dans son esprit. Ce n'était pas seulement l'image de la victime d'une enquête criminelle, mais celle d'une femme avec laquelle il avait partagé des moments qu'il n'avait jamais osé évoquer publiquement. Cette relation, soigneusement dissimulée pendant des mois, constituait désormais le centre d'un dilemme moral qu'il ne pouvait plus ignorer. Plus il réfléchissait, plus il comprenait que l'affaire ne pourrait pas être résolue uniquement par les méthodes habituelles de l'investigation. Les éléments matériels pouvaient orienter les soupçons vers Gabin, mais il ne suffisait pas à dissiper complètement les zones d'ombre qui entouraient la mort de Lucie. Et au fond de lui, Yann commençait à ressentir une inquiétude qu'il n'avait jamais connue dans aucune autre enquête. Dans la cellule de garde à vue, Gabin tentait lui aussi de faire face à ses propres démons. Les heures passées dans cet espace clos avaient amplifié ses doutes et ses peurs. Chaque bruit de pas dans le couloir lui rappelait que sa situation dépendait désormais des décisions prises par les enquêteurs. Malgré la fatigue qui alourdissait ses gestes, il continuait de se raccrocher à l'idée que la vérité finirait par apparaître. Les souvenirs de Lucie restaient fragmentés dans sa mémoire, mais ils étaient toujours accompagnés d'une impression de bienveillance qui contrastait avec la violence de l'accusation qui pesait sur lui. Pour Gabin, accepter l'idée qu'il aurait pu lui faire du mal semblait incompatible avec l'image qu'il gardait d'elle. Cette contradiction alimentait son désarroi et renforçait son sentiment d'injustice. Pendant ce temps, Élise poursuivait son travail avec la rigueur qui la caractérisait. Les dernières heures avaient renforcé sa conviction que l'enquête devait rester ouverte à plusieurs hypothèses. L'insistance de Yann sur la culpabilité de Gabin lui paraissait de plus en plus problématique, non pas parce qu'elle considérait le jeune homme innocent, mais parce qu'elle percevait dans cette certitude une tension qui dépassait la logique professionnelle. Elle continua donc à examiner les pistes liées à la vie personnelle de Lucie, notamment celle évoquée par Johanna concernant la relation secrète que la psychologue entretenait depuis plusieurs mois. Cette piste restait encore fragile, mais elle représentait peut-être l'élément manquant capable de réorienter l'enquête. Chez Johanna, la soirée se déroulait également sous le signe de la réflexion. Entourée de documents et de notes, elle poursuivait son analyse avec une détermination tranquille. Chaque détail du dossier semblait confirmer l'existence d'une relation que Lucie avait pris soin de dissimuler avec une prudence remarquable. Cette discrétion, loin de dissiper les soupçons, renforçait l'impression que cet homme jouait un rôle important dans les événements récents.
Sans le savoir encore, Johanna s'approchait lentement d'une vérité qui risquait de bouleverser bien plus que l'enquête elle-même. Les informations qu'elle examinait formaient un ensemble cohérent qui, tôt ou tard, conduirait inévitablement à une révélation. Pendant que l'enquête poursuivait son chemin incertain, la ferme connaissait une soirée plus paisible. Après les discussions et les démarches de la journée, chacun avait retrouvé ses habitudes. Les tâches quotidiennes, les repas partagés et les conversations informelles contribuaient à recréer une atmosphère de solidarité qui aidait à relativiser les difficultés rencontrées. Flore continuait de penser à son projet de tournée de fruits et légumes, mais la colère ressentie la veille avait laissé place à une détermination plus calme. Elle savait désormais qu'il lui faudrait affronter les obstacles administratifs avec patience si elle voulait donner à son initiative une véritable chance de réussite. Ludo, de son côté, observait l'évolution de la situation avec un regard attentif. Il connaissait les forces et les fragilités de chacun des membres de la ferme, et il comprenait que l'équilibre du groupe dépendait de leur capacité à surmonter ensemble les moments difficiles. Cette conviction renforçait son désir de soutenir les projets de ses amis, même lorsque ceux-ci semblaient confrontés à des complications imprévues. Élodie passait quant à elle une soirée plus introspective. La conversation avec Pauline avait laissé une trace profonde dans son esprit. Elle réalisait que leur relation avait changé d'une manière qu'aucune des deux n'avait vraiment anticipée. Le projet de mission à Rennes prenait désormais une dimension différente. Il n'était plus seulement une opportunité professionnelle, mais aussi une occasion de redéfinir sa place dans la vie des personnes qui l'entouraient. Dans un autre quartier de la ville, William continuait de réfléchir au départ possible de sa fille. Il savait qu'il devrait apprendre à accepter cette nouvelle étape, même si elle réveillait chez lui un sentiment de solitude difficile à ignorer. Malgré cette inquiétude, il était convaincu qu'Élodie devait suivre son propre chemin. Pendant que ces différentes histoires se développaient dans la ville endormie, l'affaire Lucie Lecoeur poursuivait son évolution silencieuse. Les indices accumulés au fil de l'enquête formaient un réseau complexe où chaque élément semblait lié aux autres par des connexions encore invisibles. Pour Yann, la nuit avançait avec une lenteur particulière. Assis dans le calme de son bureau, il ressentait de plus en plus clairement que le moment de vérité approchait. L'enquête ne pourrait pas rester indéfiniment dans cette zone d'incertitude. Tôt ou tard, les preuves et les témoignages finiraient par révéler ce qui s'était réellement passé. Et lorsque cette vérité apparaîtrait enfin, elle ne concernerait pas seulement le destin de Gabin. Elle mettrait également en lumière les secrets qui avaient entouré la relation entre Yann et Lucie, transformant une enquête criminelle en un drame personnel dont les conséquences pourraient s'étendre bien au-delà du commissariat. Dans le silence de cette nuit montpelliéraine, une question continuait de résonner dans l'esprit de chacun. La vérité sur la mort de Lucie Lecoeur serait-elle capable de rendre justice à la victime sans détruire la vie de ceux qui avaient tenté de la dissimuler ? Et tandis que les premières heures du matin approchaient lentement, une certitude semblait se dessiner au-delà des doutes et des secrets. L'affaire n'avait pas encore livré tous ses mystères, et les révélations à venir risquaient de bouleverser l'équilibre fragile qui unissait les protagonistes de cette histoire.